Ce vieux tatouage n'avait rien d'extraordinaire. Un petit groupe assis à la table centrale du restaurant étouffa un rire en jetant un coup d'œil à la silhouette solitaire dans un coin. Il était maigre, avec des cheveux blancs comme neige et une veste usée, son avant-bras gauche marqué d'une marque d'encre délavée. Il ne dit rien, se contentant de tenir son verre d'eau. Quelques minutes plus tard, un jeune nouveau est entré. Dès que son regard a aperçu ce tatouage, le silence s'est installé dans la salle. Auriez-vous pu vous lever ou vous détourner, comme tout le monde? C'était dimanche matin, et New Holland Central était bondé. La journée des réductions pour les anciens combattants attirait une foule constante. À une table d'angle était assis un homme âgé, mince, la cinquantaine, avec une prothèse de jambe en métal. Il picorait tranquillement un petit plateau de nourriture à côté de son verre d'eau. Il s'appelait Robert, ancien technicien logistique des forces spéciales en 1969 et pourtant il ne portait ni uniforme ni insigne. Seule une veste marron délavée et un tatouage représentant une dague et une encre croisée sur son poignet gauche marquaient son passé. À la table voisine, 4 hommes d'âge mûr échangeaient des regards furtifs entre deux bouchées. « Je parie qu'il a dessiné ça lui-même », murmura l'un d'eux. « Ça a l'air ancien. Quel genre de soldat n'a même pas sa carte d'ancien combattant ?» Quelques instants plus tard, une serveuse s'approcha et s'inclina poliment. « Je suis désolé, dit-elle doucement, quelqu'un s'est plaint que vous mettiez les autres mal à l'aise. Pourriez-vous vous asseoir à l'extérieur, s'il vous plaît ?» Robert hocha la tête et souleva son plateau. Il se releva péniblement, équilibrant le poids du repas et la dignité qu'il refusait de renoncer. Sa main droite serrait le plateau, sa main gauche sa canne, et il boitait vers la porte. Un enfant dans la file tirait sur le manteau de son père. « Papa, pourquoi cet homme marche-t-il si bizarrement ?»« Juste un sans-abri, » murmura le père. L'enfant hocha la tête, regardant Robert passer devant la table où étaient assis les hommes. L'un d'eux parla assez fort pour que tout le monde l'entende, « Si c'est vraiment un vétéran, alors je dois être général. » La table éclata de rire. Une larme glissa du menton de Robert et tomba sur le carrelage. Personne ne l'arrêta. Personne ne lui demanda s'il était blessé. Le gérant jeta un coup d'œil derrière le comptoir, hésita, puis se détourna pour aider un autre client. Les épaules affaissées, Robert poussa la porte d'un coup d'épaule, luttant pour équilibrer plateau, canne et dignité sous la lumière crue du soleil. Dehors, la terrasse était presque vide malgré le beau temps comme il l'avait espéré, à l'abri des regards indiscrets. Chaque pas était une petite bataille, sa prothèse, vieille de plusieurs décennies, laissait échapper un léger grincement suppliant, nécessitant désespérément des soins qu'il ne pouvait pas se permettre. Sa pension couvrait à peine le loyer et les médicaments. Une jeune serveuse jeta un coup d'œil par la fenêtre, troublée par la fragilité qu'elle constatait. Bien qu'elle ne travaillait au restaurant que depuis 2 semaines, quelque chose dans la posture de Robert humilié mais inflexible éveilla sa compassion. Derrière des années de négligence et de mépris se cachait une dignité qui refusait de s'effacer. Robert trouva une petite table au bord de la terrasse et y déposa son plateau avec précaution. Les œufs et le pain grillé, un simple plat spécial pour la journée des anciens combattants qu'il avait réservé, refroidissaient déjà. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre au rire et au bavardage à l'intérieur, où l'on partageait des anecdotes et des plats. Dehors, il n'y avait que lui et une voiture qui passait de temps en temps. Cette séparation n'avait rien de nouveau, un mur invisible pour ceux qui le jugeaient sur son apparence. Il soupira, d'une voix à peine murmurée, un homme qui protégeait autrefois notre liberté, aujourd'hui confronté à une telle injustice. Robert avait servi dans l'équipe Bravo, gérant le soutien technique et l'approvisionnement lors de missions en territoire reculé. En 1971, une mine terrestre à la frontière laotienne lui a volé une jambe. À son retour, il n'a reçu ni défilé, ni médaille publique, nombre de ses missions ont été classées top secret. Il a discrètement ouvert un petit garage automobile dans le Colorado, vivant du travail de ses dernières mains pendant 30 ans. Pendant tout ce temps, il enseignait des métiers aux jeunes et offrait des réparations gratuites aux voisins en difficulté, sans jamais mentionner son passé militaire. Il ne portait que ce petit tatouage et une lettre jaunie de son ancien commandant, « Merci, le soldat le plus discret que j'ai jamais dirigé. » À chaque journée des anciens combattants, il choisissait un restaurant différent, non pas pour la réduction, mais pour honorer l'ami tombé à ses côtés dans l'explosion de cette mine. Pourtant, chaque année, il était incompris et chassé comme un mendiant. Pas une seule fois, Robert ne se plaignait ni ne corrigeait qui que ce soit. Le mécanicien à la voix douce poursuivait simplement son travail, accablé par des souvenirs que peu de gens pouvaient comprendre. Pour ses voisins,
il n'était que le vieux Rob, l'homme gentil qui réparait les vélos gratuitement et disait toujours bonjour. Ils ignoraient qu'il boitait après avoir sauvé 3 hommes lors d'un sauvetage qui avait mal tourné, ni que les cicatrices sur ses mains provenaient des soldats blessés sortis de véhicules en feu. Le restaurant qu'il avait choisi ce jour-là était celui où son ami décédé avait juré qu'ils mangeraient ensemble à leur retour, une promesse que Robert entendait toujours tenir. La veille de leur dernière mission commune en 1971, Robert et son équipe furent chargés de tracer une voie d'approvisionnement invisible en territoire hostile. L'opération était confidentielle, mais vitale, ils devaient livrer du matériel médical et des munitions aux agents avancés qui tenaient la ligne. James Harrington, l'ami le plus proche de Robert au sein de l'unité, portait toujours dans sa poche une photo du même petit restaurant. Sur l'affiche, on pouvait lire « Les meilleurs hamburgers de New Holland ». Quand on rentre à la maison, souriait-il, la première tournée est pour moi. Il n'était qu'à 8 miles de l'extraction lorsque la catastrophe survint. Robert s'orientait à l'aide de cartes dessinées à la main et d'une mémoire inquiétante du terrain. James ouvrait la voie. Puis, sous leurs bottes, une mine explosa. L'explosion projeta Robert à 10 mètres. Lorsqu'il reprit connaissance, le médecin s'occupait déjà de ce qui restait de sa jambe. À travers un brouillard d'agonie, Robert vit la civière se refermer sur le corps immobile de James. 4 autres hommes gisaient blessés ce jour-là, grièvement blessés, mais tous s'en sont sortis vivants. Malgré sa propre blessure, Robert se souvenait des coordonnées d'extraction et guida l'hélicoptère d'évacuation médicale jusqu'à leur position, malgré de fortes interférences radio. Les compétences techniques, que certains considéraient comme non liées au combat au sens aigu de l'orientation et de la planification, sauvèrent 5 vies cet après-midi-là. Mais elles ne purent sauver James. Chaque année, à l'occasion de cet anniversaire, Robert allait au restaurant. Parfois, il s'offrait un cheeseburger, d'autres fois, un simple café suffisait. Il s'asseyait, se souvenait et honorait une promesse que lui seul pouvait tenir. Le tatouage d'une dague transpercée d'encre sur son poignet n'était pas un insigne de service standard. C'était un symbole conçu par leur petite unité, un emblème partagé par 8 hommes. À la connaissance de Robert, il était peut-être le dernier à le porter encore. Ce soir-là, alors que Robert boitait vers l'entrée arrière du restaurant, un jeune soldat en civil l'aperçut. Veste noire, cheveux coupés courts, démarche déterminée. Il s'appelait Jackson Miles, 27 ans, en permission et s'entraînait à un nouveau style de combat. Il se figea en voyant le tatouage de Robert. Ses yeux s'écarquillèrent. « Excusez-moi, monsieur, faisiez-vous partie de l'équipe S Bravo ?» Robert sursauta et leva les yeux. Il y a longtemps, oui, c'était le cas. Jackson se mit au garde à vous, un salut parfait au milieu de l'agitation du restaurant. « Monsieur, on parle de vous au camp d'entraînement. Vous êtes LSG-7, n'est-ce pas ?» Il fit un signe de tête vers la table de clients qu'il observait avec curiosité. « Ils ont dit que vous ?» Ellie, la petite fille de Robert, se tenait à ses côtés, trop émue pour parler. Jackson se tourna vers le personnel du comptoir. Ce restaurant n'a pas le droit de lui demander de partir. Si quelqu'un se sent mal à l'aise en présence d'une légende vivante, il ferait peut-être mieux de sortir. Quelques convives rougirent, l'un d'eux abandonnant même précipitamment son repas. Une femme âgée se leva et applaudit, et bientôt la moitié de la salle se leva pour applaudir. Robert ne dit rien, mais il serra doucement la main de Jackson. « Merci, fiston. Une personne debout, ça suffit. » Jackson n'avait pas terminé. Il s'éclaircit la gorge et s'adressa à tous. « L'homme devant vous a coordonné l'évacuation de 17 soldats blessés du Pelicon pendant l'opération Swift Current. Ce tatouage a été gagné au prix du sang, jamais acheté en magasin. Des hommes comme lui ont établi les normes que nous suivons aujourd'hui. » Un silence absolu s'abattit. Les tasses de café flottaient dans les airs, les fourchettes s'arrêtaient à mi-chemin de la bouche. Tous les regards étaient rivés sur le jeune soldat et le vieux vétéran près de la porte. Jackson poursuivit d'une voix ferme, « On parle d'équipe fantôme, des hommes qui rendent possible des missions impossibles. Robert a conçu les protocoles d'extraction que nous utilisons encore. Sa planification des itinéraires d'approvisionnement a sauvé plus de vies que la plupart des chirurgiens de première ligne. » Le gérant du restaurant s'approcha, visiblement secoué. « Monsieur, il y a eu un malentendu. Le repas d'aujourd'hui est offert, et nous serions honorés que vous reveniez à tout moment. » Robert esquissa un léger sourire en secouant la tête. « Pas besoin de traitement de faveur. Je suis juste venu me souvenir d'un ami. » Jackson se pencha. « Puis-je me joindre à vous, monsieur ?»
Je serais honoré d'avoir de ces nouvelles. Robert hocha la tête et ils s'installèrent à une table tranquille dans un coin, la meilleure place de la maison. De l'autre côté de la pièce, les 4 hommes qui avaient observé la scène en silence se levèrent à un et partirent, leur repas à moitié entamé. La serveuse qui avait observé par la fenêtre s'approcha, portant du café frais. Sa voix tremblait. « Je suis tellement désolé pour tout à l'heure. Mon grand-père était au Vietnam aussi, il n'en a jamais parlé. » Robert leva les yeux, reconnaissant quelque chose dans ses yeux. « Comment s'appelait-il » demanda-t-il doucement. « James Harrington, murmura-t-elle. Je ne l'ai jamais rencontré, il est mort avant ma naissance. » La main de Robert tremblait tandis qu'il sortait une vieille photo de son portefeuille. « Ton grand-père, dit-il doucement, m'a promis un jour de m'acheter un hamburger ici. » Une semaine plus tard, le journal local publiait un court article, « Le vieux soldat et le salut qui a ému tout un restaurant ». La photo de Jackson saluant Robert s'est répandue sur les réseaux sociaux et a été partagée des millions de fois. Bientôt, les gens se sont précipités au restaurant, apprenant que le vétéran habitait à seulement 3 pâtés de maison. Un groupe d'écoliers lui a même envoyé des lettres manuscrites lui demandant de raconter l'histoire de ceux qui avaient tout sacrifié. Jackson est retourné à la base, mais chaque mois, il écrivait une lettre décrivant comment le courage de Robert avait inspiré une communauté et comment la mémoire d'un vétéran peut encore enflammer l'honneur dans le cœur des étrangers. Au printemps suivant, la ville organisa une cérémonie en hommage à ces vétérans silencieux. Robert fut le premier à prendre la parole. Debout devant la foule, il déclara simplement « Je ne représente personne. Je suis juste quelqu'un qui a essayé de faire ce qui était juste et qui a vécu en silence. » Dans le public, Jackson se tenait immobile au milieu de la rangée, la main sur le cœur. Ce qui avait commencé comme un simple moment de reconnaissance transforma toute la communauté. L'atelier de réparation automobile de Robert devint plus qu'un simple garage, il devint un lieu de rassemblement où les vétérans recevaient non seulement des réparations gratuites, mais aussi une compréhension sans parole. Lorsque les écoles locales ont eu besoin d'un orateur pour leurs événements du Memorial Day, Robert est arrivé sans prétention. Il n'a jamais évoqué sa propre histoire, mais seulement le sens du service et l'importance de se souvenir de ceux qui ne sont jamais revenus. Ce tatouage, autrefois source de moquerie, est devenu un emblème communautaire, gravé sur une petite plaque devant l'hôtel de ville, sous l'inscription « Honor the Silent ». La carrière navale de Jackson fut florissante, mais il n'oublia jamais son lien avec Robert. Lors des séances d'entraînement avec les nouvelles recrues, il raconta l'histoire du vieil officier logistique qui construisit des voies d'approvisionnement qui sauvèrent d'innombrables vies. Le jour du 85e anniversaire de Robert, Jackson, désormais instructeur, frappa à sa porte aux côtés de cette jeune marin venue simplement pour rencontrer l'homme derrière cette légende. La plus grande surprise fut peut-être Sarah Harrington, la serveuse de ce jour-là, il y a tant d'années. Elle revint avec sa famille voir le vétéran qui avait servi aux côtés de son grand-père. « Il aurait été fier que vous rencontriez sa petite-fille, » dit Robert d'une voix assurée malgré les larmes aux yeux. En hommage à Robert, la ville a rebaptisé la rue près de son atelier, Silent Service Way, en son honneur et celui de tous ceux dont les contributions se déploient dans l'ombre, loin des projecteurs. 3 ans plus tard, à sa mort, des centaines de personnes ont assisté à ses funérailles, nombre d'entre elles portant de petits pins ornés d'une dague percée dans une ancre. Son cercueil a été porté par Jackson et 5 autres militaires encore en service actif, lui accordant ainsi les honneurs militaires qui lui avaient été refusés pendant des décennies. Dans son cercueil ne reposait pas la prothèse usée qu'il avait utilisée pendant des années de service discret, mais une nouvelle jambe fournie par une organisation d'anciens combattants inspirée par son histoire pour améliorer les soins aux anciens soldats. Sur sa pierre tombale, sous son nom et les dates, des mots simples évoquaient toute une vie, son silence a tout dit. Son service a changé des vies. Si cette histoire vous a touché, il est peut-être temps d'arrêter d'ignorer ceux qui ont tout donné en silence. Abonnez-vous à TT Soul Stories pour découvrir d'autres récits de vétérans et des témoignages touchants qui résonnent encore dans nos cœurs.